Et bonjour, merci de votre accueil et je suis très fier d'être ici comme d'habitude. Voilà. Docteur François-Marie, donc vous avez 20 minutes pour nous traiter une question qui pose un problème d'étiologie, de conduite à tenir chez nos pédiatres. Donc, c'est la conduite à tenir devant un souffle cardiaque. À vous la parole, docteur François-Marie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais partir traiter le sujet du milieu de la fiche, donc de la personne qui ausculte. Alors là, naturellement, mes diapos passent pas, mais ça va démarrer. Voilà, voilà. Donc, on est en face des cardiopathies congénitales qui, en fait, sont les plus fréquentes des cardiopathies. J'ai essayé de remettre par rapport à votre naissance, donc ça serait 6 000 naissances par an au Maroc. Mais bien sûr, des cardiopathies critiques, ça représente quand même 2 000 naissances par an au Maroc, et ce qui est un chiffre non négligeable. Et bien sûr, la plus fréquente des malformations que l'on rencontre, en particulier chez le nourrisson, ce sera la communication interventriculaire. Alors, quand sont diagnostiquées les cardiopathies congénitales, le diagnostic anténatal, je ne sais pas du tout où vous en êtes au niveau de votre pays, mais nous, on est encore qu'entre 50 et 75 des cardiopathies qui sont diagnostiquées avant la naissance. Et par exemple, là, dans une région qui est particulièrement performante, vous voyez quand même que la coartation, bien sûr, n'est pas diagnostiquée avant la naissance une fois sur deux, mais c'est normal puisqu'elle se forme après. La tétralogie de Fallot, un peu moins souvent. Et par contre, les transpositions des gros vaisseaux commencent à être diagnostiquées de plus en plus en anténatal. Les cardiopathies congénitales, en fait, quand est-ce qu'on fait le diagnostic? C'est 40% dans la première semaine de vie, donc pendant le séjour en maternité ou quelques jours après, 60% dans le premier mois et 75% dans la première année. Donc, vous voyez, c'est vraiment un diagnostic de nourrisson. Et c'est seulement plus tard, beaucoup moins fréquent, de trouver une cardiopathie sur une auscultation. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les sorties de l'hôpital, tout dépend bien sûr des durées de séjour en maternité, mais qu'il y a 25 à 30% des enfants qui ont une cardiopathie critique qui quittent l'hôpital sans diagnostic et 5% qui vont décéder avant le diagnostic. Et ça, c'est toujours important à bien comprendre. Le souffle cardiaque chez le nouveau-né, ça représente moins de 1% des nouveau-nés, mais par contre, quand on a un souffle cardiaque chez le nouveau-né, une fois sur deux, c'est une cardiopathie, donc c'est important de réagir. Le flux cardiaque au-dessus de l'âge de 2 ans, on le retrouve chez 40 à 70% de tous les enfants. Et la prévalence, par contre, de cardiopathie n'est simplement que de 1 pour 1000. Donc, en fait, quasiment, on peut dire que tous les enfants ont une fois, un moment dans sa vie, où on peut entendre un souffle. C'est une pathologie grave, hein, quand même, parce que c'est responsable de 3% des décès des nourrissons, tout au moins en France. C'est une source d'inquiétude aussi pour les médecins parce qu'on se demande si notre diagnostic est fiable et si on est capable de différencier les souffles. C'est aussi une peur pour les parents, bien sûr, dès qu'on parle du cœur. Alors, le stéthoscope, on a un petit peu progressé quand même, mais on est arrivé maintenant avec des stéthoscopes électroniques. Les bruits du cœur, je crois qu'il faut vraiment revenir un tout petit peu là-dessus pendant quelques secondes, quelques minutes. Il faut bien se mettre on va se mettre au niveau du ventricule gauche où le ventricule gauche va se contracter. Donc, c'est au moment où il va fermer la valve mitrale maintenant qu'il est bien rempli et il va se passer un tout petit moment où il va se contracter avant d'ouvrir la valve aortique. Et on va avoir donc la systole qui arrive là et après la fermeture des valves aortiques qui va arriver aussi. Et ce sont les deux bruits pulmonaires, les deux bruits du cœur, en fait. Le POUM, c'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Et le TA, en fait, c'est la fermeture des valves sigmoïdes aortiques et pulmonaires qui peuvent être un petit peu dédoublées, en particulier quand on est au niveau de l'inspiration, puisqu'il y a une pression qui se fait sur le ventricule droit qui va se vidanger un petit peu plus lentement. Voilà, donc le dédoublement du deuxième bruit est quelque chose de normal s'il est inconstant. S'il est constant, c'est quelque chose d'anormal. Ça veut simplement dire que le ventricule droit se vidange plus lentement parce qu'il a beaucoup plus à vidanger et on verra que c'est dans les communications interauriculaires. Alors le souffle, déjà, c'est un très mauvais terme parce que les parents font toujours la confusion entre souffle respiration et souffle cardiaque. C'est simplement, bien sûr, un flux turbulent. Il peut être holosystolique comme dans la communication intraventriculaire. Il peut être pas démarrer tout de suite, mais démarrer au moment de l'ouverture de la valve aortique, par exemple dans les sténoses aortiques. Et enfin, il peut être continu dans le cas, par exemple, du canal artériel. Bien sûr, un canal artériel assez large pour entendre un bruit pareil. Voilà. Donc, si on se focalise un petit peu sur les cardiopathies néonatales urgentes, vous voyez qu'elles sont très nombreuses.
Et le nouveau-né est peu ou pas symptomatique, donc il faut qu'on arrive à repérer ces cardiopathies avant, bien sûr, la décompensation. La cyanose, ce n'est pas facile à voir cliniquement, on va en parler après. La palpation des poux peut être présente dans les coarctations tant que le canal est ouvert. Et est-ce que le souffle est rentable? Est-ce que le souffle est important à repérer? Est-ce que c'est facile à repérer? Donc, on va commencer par les bleus, les schtroumpfs, donc avec deux types de cardiopathie, celles qui sont dépendantes de la CIA pour vivre, c'est la transposition des gros vaisseaux et les retours veineux pulmonaires, et les obstacles droits qui, eux, sont dépendants du canal artériel. Mylan a 1 mois, et c'est lors de l'examen systématique du premier mois que le pédiatre trouve quand même qu'il est un petit peu bleu. Il a une saturation, il y a 83% de saturation, donc c'est un enfant qui va parfaitement bien avec une saturation de 83%. Bien sûr, un nouveau-né bleu qui va bien, c'est une transposition jusqu'à preuve du contraire, et c'en était une. Il faut bien comprendre, et ça c'est important, là il n'y a pas de souffle, mais c'est une cyanose isolée, précoce, un bébé qui va bleu, puis qui peut tout d'un coup décompenser si on ne s'en occupe pas. Mais c'est très difficile de dépister la cyanose puisque elle est visible qu'à partir de 83% de cyanose. En dessus, enfin 85, au-dessus, on ne voit pas que l'enfant est bleu. Donc, si on n'a pas fait de mesure, on passe à côté des transpositions des gros vaisseaux qui ont une faible cyanose. Et en plus, si l'hémoglobine est basse, c'est 78% le cut-off. Donc, vous voyez que cliniquement, c'est très difficile de faire le diagnostic d'une cyanose. Alors Fanny, c'est une autre petite puce qui arrive à J7 dans mon cabinet parce que la maman a trouvé qu'à un moment d'un biberon, il y avait eu un accès de cyanose. Il n'y a toujours pas de souffle, toujours aucun signe clinique d'insuffisance cardiaque, mais j'ai posé le saturomètre et j'avais que 92% à 7 jours. Et en fait, c'était un retour veineux pulmonaire anormal total non bloqué. Donc, c'était aussi une urgence à régler. Donc, vous voyez, le souffle, d'accord, mais il faut aussi penser à bien vérifier la saturation si on peut l'avoir au cabinet. Je crois que c'est assez important, surtout sur le nouveau-né. Après arrivent les cardiopathies duto-dépendantes, c'est-à-dire au moment où le canal artériel va se fermer, comme ils sont dépendantes entièrement du canal artériel pour vivre, il va se passer des choses. Là, vous voyez au niveau de la flèche qu'il y a une atrésie de la voie pulmonaire. Donc, en fait, le sang ne va dans l'artère pulmonaire que grâce au canal artériel par l'aorte. Et c'est évident qu'au moment où le canal artériel va se fermer, ça va aller très, très mal puisqu'il n'y aura plus du tout d'oxygénation du sang. Voilà, je prends l'exemple de Clémentine qui présente une détresse respiratoire néonatale à terme. Après, elle va bien et à la sortie, elle a 94% de saturation. Et à J5, elle va toujours bien, mais il y a un petit souffle, ce qui fait qu'à 3 semaines de vie, elle arrive en consultation de cardiopédiatrie. En fait, elle avait une tétralogie de Fallot avec un gros souffle. Et ça, il faut bien comprendre que la tétralogie de Fallot, par contre, elle souffle dès la naissance. Et la cyanose peut être variable et le souffle systolique est constant. Alors, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le septum conal. C'est-à-dire qu'en fait, la tétralogie de Fallot, c'est la formation du septum qui ne s'est pas faite, si bien que l'aorte s'est retrouvée à cheval. On n'a pas fermé le septum dans l'embryologie et on a par contre obstrué un petit peu la voie pulmonaire. C'est ça, c'est toutes les cardiopathies gonotroncales. C'est important de bien faire attention. Vous voyez là, le septum normal va se poser ici. Les vaisseaux vont être de chaque côté. Donc là, on a un cœur normal. La tétralogie de Fallot, je vous ai dit, c'est l'aorte qui se met à cheval et le septum conal qui vient empêcher un peu la voie pulmonaire jusqu'à l'atrésie pulmonaire à septum ouvert qui va en plus fermer complètement. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les cardiopathies gonotroncales. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'elles ont souvent en plus une origine génétique avec un syndrome qui est sous-jacent. Donc ça, c'était les bleus. Maintenant, on va arriver au gris, en fait, aux enfants qui sont dépendants du canal artériel, mais à cause d'obstacles au niveau de la voie gauche. Alors, les obstacles au niveau de la voie gauche, la coarctation en particulier, c'est de deux origines. Soit c'est l'extension du tissu ductal qui fait que quand le canal artériel se ferme, ça attire la crosse de l'aorte parce qu'il y a du tissu ductal sur l'aorte, ou alors des cardiopathies de flux, une diminution du flux pendant la grossesse qui fait que l'aorte ne se développe pas complètement et qu'on arrive à avoir une hypoplasie de la crosse. Vous voyez, elle se rétrécit. À partir de là, elle devient de plus en plus petite jusqu'à aller coincer complètement ici. Donc, la coarctation, les signes, c'est les poux, bien sûr. C'est les différences de saturation entre le haut et le bas. Les défaillances d'autant plus précoces qu'il y a des lésions associées. Et il faut savoir que quand ils vont mal, il n'y a plus de poux, donc on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et il y a peu de souffle, mais il y a un souffle dorsal. Donc, dès que vous avez un doute chez un nouveau-né sur une coarctation ou un nourrisson, n'hésitez pas à aller ausculter dans le dos parce qu'au moment, à l'endroit de la coarctation, ça souffle. Alors, quels sont les signes de l'insuffisance cardiaque qui vont vous aider à faire les diagnostics des cardiopathies chez l'enfant qui vont se décompenser? Eh bien, vous allez voir que c'est toujours une insuffisance cardiaque des deux ventricules à la fois. C'est-à-dire qu'en amont, il va y avoir une stase puisque le ventricule n'arrive pas à se vider. Et en amont, le sang attend. Donc, il fait une tachypnée parce qu'il surcharge le poumon et une hépatomégalie parce que ça reste dans le foie attendant que le ventricule éjecte. Le cœur, après, est en difficulté et c'est là que vous allez avoir une tachycardie, vous allez un galop et c'est là que vous pouvez avoir un souffle
en particulier d'insuffisance mitrale, si ce n'est pas une cardiopathie soufflante, mais si le ventricule gauche lâche, l'insuffisance mitrale est très audible. Et le bas dévi en aval, c'est pâleur, teint, la prise de poids qui ne va pas être bonne, et bien sûr les poufs fémoraux qui ne sont pas là. Il faut bien voir que là, on a des problèmes pulmonaires, là, on a des problèmes digestifs, et que ce sont les motifs de consultation systématiques assez fréquentes de pathologie de l'enfant de 1 et 2 mois. Donc, toujours penser devant ces problèmes-là, soit respiratoires, soit digestifs, est-ce que ce n'est pas en plus une coarctation ou une cardiopathie qui est en train de décompenser? Voilà. Là, je vous prends un exemple d'une enfant à J6, hein, donc après la sortie de maternité, avec une saturation qui est mesurée à 90%, un petit peu polypnéique, donc il est hospitalisé. Et à l'hôpital, on a trouvé une saturation à 99%. On l'a dit non, mais tout va bien. Et là, je pense que le pédiatre, il s'est un peu inquiété. Sauf que le lendemain, il a fait une grande décompensation. En fait, c'était une interruption de la crosse. Alors, pourquoi on avait 90% chez le pédiatre et on avait 99% chez l'hôpital? Ben, tout simplement parce que, vous voyez, la crosse est interrompue, c'est-à-dire qu'elle ne se continue pas, donc l'artère pulmonaire va vasculariser la crosse descendante. C'est tout simplement parce qu'on a mesuré la saturation en haut au bras droit, donc on avait une saturation qui est bonne, puisque c'est ce qui sort du poumon, et on a, à l'hôpital, et le pédiatre, lui, avait mesuré la saturation en bas, et si bien qu'il avait une saturation basse. Et cette différence de saturation a entraîné une modification des prises en charge dans les maternités, et en France, on va peut-être y arriver à ce qu'elles les fassent toutes, c'est d'avoir une saturation en haut et en bas, de façon à repérer par le haut déjà toutes les transpos et autres cardiopathies cyanogènes. Et si on fait un gradient entre le haut et le bas, on récupère aussi tous les obstacles droits sévères. Donc, les coarctations, c'est tous les âges de découverte, hein. À J16, vous voyez, dyspnée au biberon, pouffée Romero non perçue, il y avait un souffle dorsal, c'était une coarctation serrée de l'aorte. Et là, c'est une petite puce où j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir au moment où elle est arrivée dans mon cabinet, puisqu'elle arrive depuis un mois, elle tousse, et on me l'adresse, il n'y a pas de prise de poids. Et en fait, elle avait une coarctation très, très serrée, avec un ventricule gauche qui ne se contracte pas du tout, et une coarctation très serrée ici. Elle est partie en hélicoptère dès le soir même pour être opérée. En catastrophe, elle va parfaitement bien. Donc, vous voyez, c'est aussi à 8 mois, mais aussi on peut avoir des diagnostics de coarctation beaucoup plus tard, à 2, 3, 4 ou 5 ans. Autre maladie soufflante, c'est la sténose aortique. Quand elle est sévère, elle peut vraiment décompenser en néonatal. C'est court-circuité par le canal artériel. Vous voyez, c'est le canal artériel qui va vasculariser l'aorte ascendante parce que là, ça bloque ici, donc ça ne passe pas. Donc, ça vascularise l'aorte ascendante et l'aorte descendante. Et ça va y avoir une fuite mitrale puisque le ventricule gauche, lui, va avoir un obstacle infranchissable. Donc, ça va souffler pas tellement à cause de l'aorte, mais plutôt à cause de l'insuffisance mitrale. En effet, dans une rétrécissement aortique sévère, le souffle est très peu audible parce que le ventricule gauche n'éjecte quasiment plus et ce qu'on entend, c'est le souffle d'insuffisance mitrale. Mais bref, il y a un souffle avec des pouls qui sont globalement tous faibles. Là, ce qui je vous prends Marley à J9, vous voyez, c'est un âge où on est sorti de la maternité, donc c'est quelque chose qui peut vous arriver au cabinet. Vous avez un enfant qui est tachycarde, qui est polypnéique. Au pleur, il désature parce que ça va tellement mal. Il y avait une hépatomégalie à tendre coloration. En fait, c'était un rétrécissement aortique serré. Le souffle, malheureusement, avait déjà été entendu en maternité, mais on ne s'était pas inquiété. Et le ventricule gauche était en défaillance. Il a été opéré le lendemain, mais manque de peau, il a fait un trouble du rythme, mais il a été réopéré après. Donc, ça veut dire que les 9 jours qu'on avait, enfin les 10 jours qu'on avait perdus pour l'opérer ont été fatals, puisque plus on opère tôt, moins on a de risque de voir un décès et d'avoir un mauvais résultat. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de bien pensé, qu'un souffle entendu en maternité ou un souffle entendu dans les premiers jours après la sortie de maternité, ça doit nécessiter un diagnostic rapide et une échographie, si possible, bien sûr. Après, il faut discuter des possibilités que vous avez d'accéder à une échographie rapidement. Alors là, on prend les souffles systoliques qu'on appelle les souffles fonctionnels. Hein, on entend très souvent un souffle systolique fonctionnel, surtout dans les hyperdébits cardiaques, en particulier quand ils ont de la fièvre, quand ils sont anémiques. Mais ça peut être aussi une sténose pulmonaire. Alors là, le souffle va être beaucoup plus râpeux et va irradier dans les deux poumons, contrairement au souffle fonctionnel, ou alors une communication interoculaire avec le dédoublement du deuxième bruit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est en fait, ce qui souffle dans la CIA, ce n'est pas ce qui passe à travers la CIA, puisque ça se remplit en diastole, mais c'est parce qu'il y a plus de sang qui passe dans le poumon. Et le dédoublement du deuxième bruit, je vous ai dit, c'est parce que le ventricule droit étant surchargé, il met plus de temps à se vider que le ventricule gauche. La sténose pulmonaire, donc, elle est fréquente chez le nouveau-né. Quand elle est très serrée, on peut aller faire une dilatation. La sténose pulmonaire, ça peut aussi révéler une tétralogie de Fallot, avec donc la CIV large et une belle voie. Quand elle a une belle voie pulmonaire, la tétralogie de Fallot ne va pas être cyanosée, soit très peu, donc pas visible. Elle peut révéler aussi des ventricules uniques avec une sténose pulmonaire. Si la cyanose est peu serrée, si la sténose est peu serrée, la cyanose va être faible. Donc, vous voyez, sur un bruit de sténose pulmonaire, il faut toujours se méfier quand même.
Les communications interoculaires, vous savez que le risque évolutif est la maladie pulmonaire précoce avec l'hypertension artérielle ou les troubles du rythme, sachant qu'en plus que pendant la grossesse, comme le débit cardiaque multiplié par 3, souvent les femmes peuvent décompenser une communication interoculaire qu'on n'avait pas vue. Et la fermeture maintenant, elle se fait le plus souvent par endocavitaire quand on peut aller y poser une ombrelle. Autre souffle fonctionnel, c'est le souffle endapexien au milieu du cœur, musical, piaulant. Il est non holosystolique. C'est dû aux turbulences dans la région sous-aortique, mais c'est vraiment un souffle faible, un souffle qui fait 2/6 maximum. Il est vraiment très doux. Le diagnostic différentiel, ça va être le souffle de la communication interventriculaire, soit périmembraneuse, soit trabéculée basse, ou alors un souffle d'obstacle aortique. Les communications interventriculaires sont de différentes localisations et c'est important de bien comprendre la localisation. En un, c'est la CIV d'entrée qui est assez rare quand même. Le plus souvent, on a une petite communication interventriculaire dans le septum fait de muscles et qui va se fermer puisque le muscle en grossissant va fermer toutes les CIV. Donc, c'est ici, voilà, ça fait l'image flèche. Donc là, c'est les CIV trabéculées. Après, vous avez les CIV périmembraneuses qui sont de différentes formes. Celles-là, elles peuvent se fermer. Là, il n'y a pas de septum périmembraneux. Donc, elles peuvent se fermer progressivement grâce à un anévrisme qui va se faire au niveau de la valve tricuspide. Donc, elle peut toujours se fermer, sauf qu'il faut la fermer avant qu'elle ait abîmé le poumon en aval, bien sûr. Et après, vous avez la CIV sous-aortique qui, elle, peut poser le problème du syndrome de Pézil-Aubry, c'est-à-dire que vous voyez, la valve aortique va basculer et le flux va basculer avec une grosse fuite aortique. Et c'est pour ça que ces CIV qui peuvent être petites doivent être fermées avant qu'on ait abîmé complètement la valve, parce qu'un patch de CIV, c'est réparé, alors que si on a une valve abîmée, c'est beaucoup plus compliqué. Les autres complications des CIV, c'est pour ça qu'il faut bien les connaître, c'est qu'aussi elles peuvent avoir une greffe endocardique. Donc ça, c'est très important à rechercher. Donc, vous voyez, là, vous avez une image de myocardie hypertrophique du ventricule gauche. Et ce qu'on entend, c'est soit le souffle sur la voie aortique, soit le souffle d'insuffisance mitrale, si elle est forte et très obstructive. Et à côté, vous avez une membrane sous-aortique. Il faut bien comprendre, la membrane sous-aortique, c'est quelque chose qui évolue plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un enfant que vous avez déjà eu une échographie quand il était jeune, on avait dit souffle fonctionnel, et qu'à 6, 8 ou 10 ans, vous pouvez retrouver un souffle au niveau de la voie aortique. Et en fait, c'était une membrane qui s'est installée. Donc, c'est vraiment un piège parce qu'on se dit, il a déjà une écho, donc c'est un souffle fonctionnel. Toujours se méfier quand même quand le souffle persiste et qu'il est sous-aortique. Voilà, le souffle au foyer aortique très fréquent, entendu assez haut, ça c'est le souffle fonctionnel, mais ça peut être aussi une sténose aortique, voire une bicuspidie. Il faut savoir que la bicuspidie semble atteindre 1 à 2% de la population, donc c'est beaucoup plus fréquent que l'on pense, ou alors un obstacle sous-aortique comme la membrane qu'on a vu tout à l'heure. Le rétrécissement aortique, quand il est peu serré, il nécessite simplement une surveillance et une prévention de l'Osler, ou quand il est serré, on peut avoir angioplastie, plastie, remplacement, ou même une intervention de Ross. Tout ça, c'est des choses assez complexes, mais en général, c'est à surveiller. Soit ça décompense très vite en anténatal, enfin en postnatal, on l'a vu avec Marley tout à l'heure, soit alors on suit toute la croissance et puis après, en fait, c'est à l'âge adulte que les problèmes arriveront. Et donc, la bicuspidie, c'est une pathologie de flux. Donc là, vous voyez, l'aorte, théoriquement, elle est tricuspide, mais à un moment ou à un autre, il y a un des feuillets qui se colle et vous n'avez plus qu'une valve qui devient bicuspide et qui peut être soit sténosante, soit fuyante, soit responsable d'une dilatation de l'aorte ascendante, mais en toute façon aussi avec un risque endocardique. Et savoir que c'est familial. Quand on diagnostique une bicuspidie, il faut aller voir toute la famille. Voilà, bicuspidie qui sont ici. Vous voyez, en fait, c'est un rond, c'est-à-dire que ça s'ouvre d'un côté et de l'autre. Et il y a un petit rafet qui signe la soudure des deux valves qui avant là. Voilà donc la complication d'une bicuspidie aortique. Donc, ça nécessite quand même une surveillance. Et enfin, le souffle veineux qu'on peut entendre, qui est continu et tout, et qui est le diagnostic différentiel, c'est le canal artériel persistant qu'on a entendu tout à l'heure, très bien toléré, avec parfois des bouts bondissants, et maintenant, en général, il est fermé par Coils, rarement par chirurgie, tout au moins chez nous. Et après, il y a le souffle fonctionnel du nouveau-né, parce qu'on disait toujours qu'il n'y avait pas de souffle fonctionnel. Or, la voie pulmonaire est assez rigide, et entre 1 et 2, 3 mois, vous pouvez entendre un souffle que vous allez entendre aussi bien au niveau du foyer pulmonaire, mais aussi un petit peu qui va irradier dans les aisselles, qui est très, très fréquent et qui va disparaître après 3 mois. Voilà, donc le souffle systolique organique chez le nourrisson, foyer aortique, c'est la sténose aortique. Foyer pulmonaire, ça peut être une sténose de la valve pulmonaire ou une CIA. Milieu du sternum, c'est la tétralogie de Fallot, la sténose sous-valvulaire. Xiphoïde, c'est la CIV, la fuite mitrale. Et dans le dos, la coarctation. Donc ça, c'est important à bien comprendre pour arriver à faire le diagnostic de souffle et vraiment penser que de toute façon, en dessous de 2 ans, ils sont souvent organiques. Et la deuxième chose, au-dessus de 2 ans, ce que vous faites, c'est que vous auscultez votre enfant
allongé et debout. S'il disparaît en position debout, c'est quasiment tout le temps à souffle fonctionnel. Vous allez passer simplement à côté de toute petite communication interauriculaire, voire de toute petite insuffisance mitrale, mais ça n'aura aucune importance. Donc, chez le grand, auscultez allongé et debout. S'il disparaît en debout, vous pouvez dire que c'est un souffle fonctionnel. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est l'heure de prendre un petit thé. Merci beaucoup. Je suis très triste de ne pas être avec vous sur place et je vous laisse le prochain et après les questions.